De la cabine de pilotage où ils sont réfugiés, les terroristes tirent à travers la cloison. Pour fuir la fusillade, le copilote saute à travers le hublot. Il s'écrase sur le tarmac, une chute de 7 mètres, il se relève en boitant. Embusqué dans la tour de contrôle, un tireur d'élite tue un des terroristes. Au même moment, une autre équipe du GIGN investit l'arrière de l'Airbus. Toujours réfugiés à l'intérieur du cockpit, les terroristes tirent sans discontinuer. Pour les neutraliser sans atteindre à la vie du commandant de bord, un gendarme tente de lancer une grenade paralysante à travers un hublot brisé. À la deuxième tentative, la grenade explose à l'intérieur du cockpit. Un gendarme est touché à l'épaule. L'assaut dure depuis une dizaine de minutes. Les terroristes ripostent toujours par des tirs nourris. Malgré la fusillade, les hommes du GIGN remontent inlassablement à l'assaut pour empêcher que les terroristes quittent la cabine de pilotage et fassent sauter l'avion. Pendant ce temps-là, une cinquantaine d'otages terrorisés, hagards, réussissent à fuir par les toboggans. Je n'ai pas pu analyser leur comportement physique, ni leur attitude. Je les voyais de manière très, très fragmentaire. Un bras armé, une épaule, une main qui jette une grenade. La bataille fait toujours rage à l'avant de l'appareil. Pour neutraliser les preneurs d'otages, les hommes du GIGN lancent des grenades pour faire sauter la porte de la cabine de pilotage. Les terroristes ripostent toujours. Presque tous les otages ont réussi à quitter l'avion. Ils sont recueillis par des gendarmes parachutistes et conduits vers l'aérogare. La fusillade continue toujours. Une dernière grenade va être lancée par un des hommes du GIGN dans l'allée centrale de l'Airbus. La porte de la cabine de pilotage cède enfin. Un gendarme est blessé à la main en visant un terroriste. Grâce à son arme, la balle est déviée de sa trajectoire. Un commando armé a donc pris en otage à la mi-journée les passagers et les membres d'équipage d'un Airbus A300 d'Air France qui s'apprêtait à décoller. Le commando aurait fixé un ultimatum, faute de quoi il tuerait un Français. Puis tout d'un coup, on a entendu des explosions, des rafales, des coups de feu. Tout le monde a été figé sur place et on a compris effectivement que le GIGN venait de donner l'assaut. Pour la première fois, passagers et membres d'équipage racontent leurs 54 heures d'angoisse sous la menace des terroristes. À cet instant précis, prend fin l'un des plus grands détournements d'avions qu'ait connu la France. À Marseille, les hommes du GIGN libèrent les 159 passagers du vol AF 8969, retenus en otage depuis 3 jours. Six ans plus tard, et pour la première fois, nous allons vous raconter comment passagers, membres d'équipage, et le gouvernement de l'époque ont vécu ces 54 heures d'angoisse. Depuis des mois, l'aéroport d'Alger est sous haute surveillance militaire. L'Algérie est à feu et à sang. Les islamistes veulent renverser le pouvoir en place. Les attentats font des centaines de morts chaque semaine. Tout le pays est sous le contrôle de l'armée. En principe, l'aéroport est intouchable. Mais ce jour-là, comme par hasard, les autorités sont peu regardantes sur les contrôles d'accès aux avions. L'Airbus A300 d'Air France doit décoller dans 1 heure. Le vol pour Paris est complet. Les 224 passagers ont prévu de passer les fêtes de fin d'année en France. Parmi eux, Ferhat Meheni, 43 ans, homme politique algérien. Zaïda Kakashi, 42 ans, employé d'une compagnie aérienne, célibataire. Saïd Bouchez, 58 ans, ouvrier, père de 5 enfants. Avant même de monter à bord de l'appareil, certains d'entre eux s'étonnent que les conditions de sécurité à l'embarquement soient quasiment inexistantes. Ce jour-là, la police ne contrôle aucune valise, aucun sac de voyage. Avant d'entrer dans la salle d'embarquement, le douanier m'a dit « C'est pour Paris ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Mais c'est pas la peine qu'on le fouille, vous pouvez passer ».
Il n'y avait absolument aucun service de sécurité qui font la fouille habituellement. Rien de tout cela. Pas de fouille et pas non plus de surveillance policière jusqu'au décollage comme le veut la règle. L'Airbus doit maintenant partir dans 40 minutes. L'embarquement des passagers commence lorsqu'un autre détail attire leur attention. Ce petit point blanc à droite de l'image, une voiture de la compagnie Air France, stationnée sous le nez de l'Airbus. Je voyais une voiture d'Air France arriver. Dans laquelle il y avait 4 hommes. Armés, évidemment. Dont l'un montrait ostentatoirement une Kalachnikov. Mais à ce moment-là, les passagers ignorent que dans la voiture, les 4 hommes sont des terroristes. Les gens avaient cru que c'était effectivement des éléments de la sécurité algérienne qui étaient là. Les 224 passagers entrent dans l'avion et s'installent à leur siège. À cet instant, ils croient encore qu'ils seront à Paris dans 2h30. Mais quelques minutes avant la fin de l'embarquement, les 4 hommes armés de la voiture blanche montent à bord de l'appareil. L'un d'entre eux va directement au poste de pilotage. Cet individu pénètre dans le cockpit avec un revolver à la main. Ils sont en uniforme, ce sont des policiers, point. On va pas chercher plus loin, hein, ils ont un badge, ils ont une cravate, ils ont un uniforme. Les policiers expliquent leur présence à l'équipage, simple contrôle de routine. On demande au commandant de faire une annonce. Nous allons faire un petit contrôle des passeports, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. C'est le premier contact que j'ai pu avoir avec le commando. Pendant près d'une demi-heure, les 4 hommes vérifient un à un tous les passeports. Les passagers obéissent, mais très vite, le comportement de ces soi-disant policiers apparaît suspect. Il parlait fort ou il riait fort. C'est pas un policier ne se comporte pas de cette façon. On regarde ce qui se passe, bon, les passagers nous regardent bizarrement, on essaye de leur dire « mais non, c'est rien, vous inquiétez pas », enfin, on essaie de les rassurer, parce qu'eux sont beaucoup plus inquiets. De toute façon, nous, on n'a pas le droit d'être inquiets, ou surtout pas le droit de le montrer. Hein. La seule chose qui nous a quand même un petit peu interpellés, c'est de voir le revolver. On avait déjà vu des contrôles de police, mais jamais avec l'arme à la main. Les passagers ont des doutes, mais aucune certitude. Jusqu'au moment où l'un des policiers se trahit par un geste apparemment anodin. Il avait dans les mains un petit bâtonnet avec lequel il se nettoyait les dents. Et ça, chez nous, en Algérie, c'est plutôt une pratique intégriste. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que ça pouvait être des terroristes. À ce stade, Zaïda est la seule passagère à avoir compris. Les 4 policiers sont en fait 4 preneurs d'otages. À l'extérieur de l'avion, un employé d'Air France a vu les terroristes armés. Il donne aussitôt l'alerte. Quelques minutes plus tard, une dépêche tombe dans les rédactions du monde entier. 4 hommes armés viennent de prendre en otage un Airbus A300 d'Air France. En direct, dans le journal de 13h, la France entière apprend qu'il y a une prise d'otage. Claire Chazal annonce la nouvelle juste avant de rendre l'antenne. Voilà, et avant de refermer ce journal, une information qui nous vient d'Algérie et de France, d'ailleurs, puisque Air France, la société, affirme à l'instant qu'un avion à destination de Paris serait actuellement bloqué sur l'aéroport d'Alger, entouré d'hommes armés. Une information donc développée et à confirmer dans notre journal de 20h. Les terroristes sont déterminés et veulent le faire savoir. Alors dès le début de la prise d'otage, ils décident d'assassiner un passager. Pour cela, il faut choisir la bonne cible. Et il y a 224 personnes à bord. Les ravisseurs déguisés en policiers continuent de contrôler minutieusement chaque passeport pour identifier leurs victimes. Une demi-heure passe. C'est en fait un passager qui va se jeter dans la gueule du loup.
Un des passagers est un vrai policier. Quand il a des collègues à bord de l'avion qui font le contrôle des passeports, il se signale. Il dit, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Sur les 4 preneurs d'otages. J'ai neutralisé le premier, le deuxième, le troisième qui était que blessé. Le 4e terroriste est toujours vivant. Il est caché dans un recoin du cockpit et vide le chargeur de son arme sur tir IP. Je ne l'ai pas vu. J'ai pris une première balle qui m'a complètement assommé. Et puis une troisième, une quatrième, une cinquième, et la sixième, et la septième, je l'ai pris dans la joue. J'ai senti un gros choc, comme si j'avais pris un 38 tonnes sur la tête. Mes oreilles sont mises à siffler, là j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger. Thierry P, criblé de balles, rampe pour se mettre à l'abri des tirs. Le dernier terroriste, lui, résiste seul contre les hommes du GIGN. L'avion est un véritable champ de bataille. Vous avez tout, vous avez les explosions, les tirs, les grenades aveuglantes, des flagons, enfin tout ce que vous voulez comme grenade qui peut exister, saute dans tous les sens. Près du cockpit, Thierry P, le gendarme, est très gravement blessé lorsqu'une grenade tombe à moins d'1 mètre de lui. À ce moment-là, je me suis dit, bon, faut faire quelque chose. Alors, comme j'étais sur le dos, j'ai essayé de me retourner, je me suis retourné. Mon gilet pare-balles m'a protégé le dos, mais tout le reste, j'ai pris les éclats dans toutes les parties, les fesses jusqu'en bas des jambes. Ah, ça m'a fait mal. Thierry P est aussitôt évacué et soigné d'urgence sous le réacteur de l'avion. À l'intérieur de l'appareil, les balles fusent dans tous les sens. Pour les passagers, l'assaut est effroyable. Tout le monde, pour éviter d'être tué ou d'être touché, s'est replié entre les sièges. Il y a des explosions de tous les sens. Et alors là, c'est l'horreur. Le bruit, la fureur, l'odeur. Et ça dure longtemps. On voit des éclairs, on voit des lumières rouges. On entend des bruits, des bruits pas forts. Pan, pan. Il peut y avoir des balles perdues, il peut y avoir plein de choses. Vu de l'extérieur, tout porte à croire que l'assaut tourne mal. Plusieurs gendarmes du GIGN sont blessés et évacués. Devant les caméras, le copilote saute par la fenêtre du cockpit pour éviter d'être tué. Les membres du gouvernement assistent à la scène en direct à la télévision. Là, on a quand même un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude. Nous faisions la réflexion que 10, 20 morts, c'était vraiment tout à fait vraisemblable. On est comme au cinéma dans un film d'angoisse, hein, donc on se dit comment ça va se passer, donc on est tendu, sauf que là, c'est à balles réelles et qu'il y a des vies en jeu, donc c'est un sentiment d'angoisse très profond. Depuis maintenant 10 minutes, tout se passe à l'avant de l'appareil. Réfugié dans le cockpit, le commandant de bord et son mécanicien assistent à la mort du dernier ravisseur. Mais gênés par le bruit et la fumée, les gendarmes ignorent qu'ils ont abattu le terroriste. Ils continuent de tirer. Alors le pilote se jette sur le micro pour appeler au secours. Arrêtez! Il y a 2 Français au poste, ils sont tous morts. Arrêtez de tirer dans le poste. Il reste 2 Français vivants. Malgré les appels du pilote, les gendarmes continuent de tirer. Pour les Français! C'est qui passe dans les Français! Pour les Français! Après une longue minute, l'ordre de cesser le feu est donné. Le GIGN répond enfin aux demandes répétées du pilote. Oui, donc on vous demande de sortir les mains sur la tête. On vous demande de sortir les mains sur la tête. À 17h35, soit 20 minutes après le début de l'assaut, les gendarmes cessent de tirer. À l'arrière de l'avion, les passagers de l'Airbus sont évacués par le GIGN. Pour la première fois depuis le début de la prise d'otage, ils sont euphoriques. L'oxygène que j'ai respiré, j'avais l'impression qu'il était sucré. Oh, qu'est-ce qu'il était bon cet oxygène. Ça a dû avoir le même effet qu'un verre de vin. Parce que j'avais trouvé ça... j'avais l'impression qu'il était sucré. J'avais envie de mordre cette terre pour calmer un peu la chaleur, le feu qu'il y avait en moi. C'était un feu de joie, d'euphorie, d'avoir passé sur une lame de rasoir à côté de la mort.
Les 159 otages du vol 89-69 sont tous vivants. Seuls 16 passagers et 9 gendarmes ont été blessés au cours de l'attaque. Les terroristes, eux, ont tous été abattus pendant l'assaut. À 21h, leurs corps sont évacués. Tous les otages du vol AF 89-69 seront marqués à jamais par ce qu'ils ont vécu pendant ces 3 jours d'angoisse. Saïd Bouchez n'est plus jamais retourné à l'aéroport d'Alger. Depuis la prise d'otage, il n'arrive plus à dormir sans somnifère. Zaïda Kakashi a quitté l'Algérie. Parce qu'elle a peur du terrorisme, elle vit aujourd'hui en France. Claude Berthaud n'est plus hôtesse de l'air. Elle a quitté Air France en 1995. Gilles Dunis a lui aussi quitté Air France. Après la prise d'otage, il a attendu 5 ans avant de remonter dans un avion. Ferhat Meheni, homme politique algérien, se bat depuis 6 ans pour savoir exactement comment les terroristes ont pu détourner l'Airbus d'Air France. Depuis cette prise d'otage, Air France a arrêté tous ses vols vers l'Algérie.